On va, hop, si la souris veut bien fonctionner, on va vous présenter un certain nombre de choses sur l'éco-conception sur les emballages et comment bouger sur les emballages. Un premier volet qui ne sera pas forcément le plus fun, on va dire. En tout cas, on va malgré tout se faire un peu peur les uns et les autres sur la partie réglementaire que j'animerai avec Sophie Paillard de Bretagne Compétitivité. Ensuite, Régis Courtin de Nom du Sens fera le point sur l'éco-conception et les modalités dans lesquelles l'éco-conception rentre. Et enfin, Adélie Courtois de la CCI Bretagne et de Bretagne Compétitivité nous parlera, nous apportera un témoignage, une expérience avec Charles-Henri Maurice de l'Essonia qui a effectivement été un des acteurs sur ces éléments-là. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de ne pas vous embêter trop, même si au début ça peut faire un peu peur. Le volet réglementaire pour commencer, donc. Euh, le plastique, ça a été le matériau à tout faire et notamment un marqueur de modernité dans les années 60 et 70, jusqu'en dans les années 80, où on a une prise de conscience de certaines limites du plastique, notamment parce que le plastique est devenu, comme on le voit sur les images ici, un symbole de la pollution avec des emballages, des sacs qui ont fait la nature, qu'on a retrouvé sur nos plages. Pour autant, euh, au départ, le plastique était un marqueur de modernité. On se rappelle que dans les années 70, des grands couturiers ont pu faire des vêtements avec. Le mobilier était en plastique. C'était un symbole d'une certaine modernité, d'une avancée dans la société. Et évidemment, sur les emballages, ça a beaucoup joué parce que ça a permis de sortir de l'ancien modèle. Ça a aussi permis des modèles économiques différents puisque le plastique, avec son économie financière, était intéressante, mais également il limitait le poids, notamment sur les bouteilles, on peut l'imaginer. Et le point le plus important, c'est que c'est un matériau qui a apporté de la sécurité alimentaire et de l'hygiène. Donc ça a été un matériau important. Aujourd'hui, on en voit les limites avec ces éléments sur la pollution. On s'était donné des ambitions sur de la recyclabilité. On s'était dit que le plastique devait être recyclé et que dans le bac jaune, on allait retrouver toutes les vertus du plastique. Mais ce développement à outrance et, si on peut le voir ici, l'évolution de la production des déchets plastiques depuis les années 80 est assez phénoménal. On était à 50 millions de tonnes dans les années 80 et en 2023, on est à 400 millions de tonnes. C'est fou. Et sachant que l'emballage représente 40% de cette pollution, enfin, de ces déchets plastiques. Et que derrière, le plastique, aujourd'hui, est très mal recyclé puisque moins de 25% du plastique collecté en France dans les emballages sont recyclés. Et la recyclabilité des plastiques est aujourd'hui un peu limitée puisque ce n'est pas une recyclabilité circulaire. On est sur une recyclabilité pour faire un autre matériau avec, mis à part sur le PET qui, même si on n'a pas une circularité importante, permet de retourner au grade alimentaire, mais c'est aujourd'hui la seule résine qui le permet. Donc on est quand même sur des choses qui posent question. Depuis 1994, la première directive européenne sur les emballages plastiques, c'était l'ambition pour le régulateur, pour l'Union européenne, de réguler le fonctionnement et de se dire que grâce à ces premières réglementations, on allait euh, développer la recyclabilité et trouver des solutions pour changer un peu de modèle parfois. En France, ça s'est traduit par la fameuse REP, la responsabilité élargie des producteurs, sur le principe du pollueur-payeur. Et Éco-emballage, devenu Citeo, a été le premier éco-organisme construit et qui a évidemment cherché à, enfin, avec les éco-contributions, à développer la collecte des emballages, le tri de ceux-ci et une forme de valorisation. Sur tout ce qui est papier, carton, comme en verre, sur tout ce qui est métal, les résultats sont plutôt à la hauteur des attentes. Par contre, sur le plastique, on a une vraie difficulté. Les objectifs n'ont pas été atteints, pour une part aussi parce que un certain nombre de gros metteurs en marché ont contourné la réglementation. Je vais prendre un exemple qui date de quelques semaines maintenant. Coca-Cola, qui est un des sponsors des JO de Paris, avait annoncé vouloir être vertueux pour les JO de Paris et parler de fontaines ou d'éco-cup. Et ben pour autant, les trois quarts de ce qui sera servi pendant les JO viendra de bouteilles en plastique, y compris ce qui aura été mis
dans ces fameuses fontaines ou éco-cups. Donc ces objectifs non atteints ont amené le législateur à renforcer la réglementation. Et on est là-dessus sur des éléments qui sont un peu particuliers, c'est que on a des consommateurs qui disent vouloir être plus vertueux, et donc il y a une appétence pour ça, mais dans le même temps, ils expriment aussi le fait que eux ont déjà fait les efforts et qu'ils n'ont pas forcément à prolonger ces efforts. Donc, ils demandent aussi, là encore, ils demandent aussi aux législateurs de prendre sa part des choses. Donc, on est un peu sur ces éléments-là. Et pour reprendre sur les éléments, j'ai pris rapidement quelques éléments, il n'y a pas tout et loin de là, mais depuis 2023, on doit atteindre 5% d'emballage réemployé mis sur le marché. On en est très très loin aujourd'hui. En 2025, il faudra 100% de recyclage des emballages plastiques à usage unique. Aujourd'hui, simplement sur la collecte, on n'y arrive pas. Et je le disais tout à l'heure, sur la recyclabilité, on est à moins de 25%. L'objectif de 77% de taux de collecte pour le recyclage des bouteilles plastiques pour boissons, on en est très très loin. On est à moins de 60% aujourd'hui, puisqu'il y a toute la partie hors foyer qui pêche. 65% en poids de recyclage de tous les déchets d'emballage, etc., etc. Je ne vais pas vous lister tous les éléments, mais on le voit, on a depuis 2023 jusqu'à 2029 un certain nombre d'obligations réglementaires qui s'imposent. Et ça se prolonge en 2030 avec un objectif de 70% de recyclage de tous les déchets d'emballage. Et si on va en 2040, et 2040, malgré tout, dans des process industriels, ça peut être quasiment demain, la fin de la mise sur le marché d'emballages plastiques à usage unique. Ça va venir très vite. Et d'autres évolutions réglementaires sont à attendre parce que là où les choses ne seront pas atteintes, il est clair, ou si le législateur voit des contournements, il y aura à un moment ou à un autre un renforcement de la réglementation. Et pour présenter ces éléments réglementaires, je vais laisser la parole à Sophie Paillard. Ton micro est coupé, Sophie. Oui, pardon, j'ai vu. J'ai pris le contrôle, c'est bon. Donc, pour faire simple, voici un petit contexte législatif global de l'Union européenne et de la France, puisque comme on le sait tous, la France est un État membre de l'Union européenne. Tous ces sujets autour des emballages, ce pas des sujets qui sont nouveaux à proprement parler. La directive sur les déchets d'emballage et sur les déchets de manière générale, elle date de 1994. Donc, ça fait déjà 30 ans qu'au niveau européen, on se préoccupe de ce sujet, et en 2014 plus particulièrement. Il y avait déjà eu des velléités de modifier en fait la directive sur les déchets en 2014, malheureusement pour des raisons politiques, notamment puisqu'il y a eu les élections et une nouvelle commission. Le projet a été abandonné, mais il y a eu quand même des engagements, notamment avec le plan d'action Boucler la boucle en 2015, de prendre des directives, de prendre le sujet à bras-le-corps et de porter justement des propositions beaucoup plus vertes. Donc, avec cette stratégie, il y a des mesures qui ont été listées et ça a donné lieu à l'adoption de la directive qu'on connaît tous, sur le plastique à usage unique, qu'on appelle aussi SUP. Cette directive, comme par son nom l'indique, est un texte qui n'est pas un règlement et qui donc demande une transposition nationale. Cette dernière a été transposée dans l'ordre juridique français par la loi AGEC. Et en fait, ça fonctionne vraiment comme des poupées russes. En général, donc, la Commission prévoit un plan stratégique politique et va expliquer quelles sont ses priorités sur certains sujets. En 2019, donc après les élections et jusqu'à tout récemment, puisque le mandat de 5 ans s'est terminé donc en 2024, eh bien, en fait, on a eu le Green Deal, donc le pacte vert qu'on connaît également toutes et tous, dans lequel a été listé un certain nombre de plans d'action, de stratégies, d'initiatives, notamment, par exemple, Farm to Fork pour tout ce qui va être alimentaire. Et dans ce cadre-là, on avait aussi un objectif de s'engager beaucoup plus dans la transition écologique, l'objectif ultime du pacte vert étant d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Donc, dans ce pacte vert, on a eu une déclinaison de stratégie et de plan d'action, et ça a donné lieu à la proposition de règlement relative aux emballages et aux déchets d'emballage qui va remplacer la directive de 1994. Donc, il aura fallu 30 ans pour en fait observer les changements et voir que l'outil qui était prévu n'était pas aussi performant qu'on l'aurait souhaité, et donc déclencher des nouvelles discussions et une nouvelle évolution.
En France, bien évidemment, on n'a pas attendu que l'Union européenne prenne le sujet à bras-le-corps. On a bien évidemment rajouté les choses dans la loi AGEC, autre que la simple transposition de la directive. Donc, on va commencer par faire quelques focus sur la réglementation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous laisserai consulter les slides plus précisément si vous avez besoin de connaître justement les obligations. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à Renoir ou à moi. Comme ça, on pourra vous répondre et vous éclairer sur ces sujets. Sur la directive SUP, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette directive, elle promeut des approches circulaires qui accordent la priorité aux produits réutilisables durables, non toxiques et aux systèmes de réemploi. Le but vraiment, c'est de réduire la quantité de déchets régénérés et de bien comprendre que les modes de production et de consommation qui étaient associés justement à ce plastique à usage unique, comme l'a dit Ronan, ils étaient obsolètes, inefficaces, linéaires, il fallait vraiment changer de modèle. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir un cycle de vie circulaire pour les plastiques, de mettre en place du réemploi, de mettre en place une économie qui favorise justement le recyclage, la réparation, etc. et de promouvoir des comportements bien plus respectueux et bien plus durables. Parce que ici, on est vraiment face à l'augmentation constante de la production de déchets plastiques. Il y a de plus en plus de déchets. Les tortues meurent parce qu'elles avalent des sacs plastiques. Et j'en passe de tous les problèmes que ça peut avoir sur la biodiversité, sur l'environnement et sur notre santé également. Donc, il fallait que ces problèmes soient résolus. C'est pour ça que la directive SUP a été adoptée. Ici, donc, on voit que le périmètre de la directive SUP vise spécifiquement donc, les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable. C'est le cas, comme je vous l'ai cité, des sacs plastiques. Et cette interdiction a été transposée en France dans la loi AGEC. Donc, à chaque fois, je vous ai mis des petits encadrés sur soit la transposition, soit des obligations similaires qui touchent le même périmètre, mais qui sont propres à la loi AGEC. Ici, on est vraiment sur une transposition. Ensuite, bien évidemment, ça vise les produits fabriqués à partir de plastique à usage unique. Donc ici, je vous en ai mis plusieurs qui visent justement des produits plutôt de la consommation alimentaire. Dans la directive, on vous donne également la définition de ce qu'on attend de produits en plastique à usage unique. Ici, je vous ai donné un petit exemple de la directive SUP, de ce qu'elle impose aux entreprises, notamment en termes de conception. On voit ici, pour les bouteilles plastiques, on a besoin d'un bouchon solidaire et qu'on a une intégration d'un pourcentage minimum de plastique recyclé. Ce pourcentage augmente, ça a bien été repris aussi dans la loi AGEC. Donc, on voit que l'Union européenne essaie vraiment de réduire la dispersion de plastique dans l'environnement et qu'elle essaie quand même de s'orienter vers un taux de recyclage, un pourcentage de plastique recyclé dans les matériaux utilisés pour fabriquer donc, des produits à usage unique. Ici, on voit aussi qu'on va avoir des exigences sur l'étiquetage. Ça ne va concerner que certains produits. Ici, je vous ai mis justement les petits gobelets plastiques. Vous aurez ce logo sur tout ce qui va être protection hygiénique, sur les lingettes. Donc, sur votre emballage de ces produits-là, vous aurez ce logo qui doit être visible, qui ne doit pas être effaçable, qui doit être lisible, donc qui doit apparaître dans la langue du pays visé. Et on est bien d'accord, c'est pas super glamour d'avoir une petite tortue qui meurt sur ces emballages. Donc, si vous voulez éviter d'avoir ce type de logo, il va falloir quand même évoluer dans sa conception produit. Parallèlement à ça, on a donc tout récemment la proposition de règlement sur les emballages et déchets d'emballage qui s'appelle la PPWR en abrégé et qui va venir remplacer la directive de 1994. Donc, pourquoi on a fait ça? Ici, je vous ai mis quelques petits schémas de l'étude d'impact. L'Union européenne fait toujours des études d'impact pour comprendre pourquoi il faut réviser des directives, des textes, des règlements, et pour voir s'ils ont eu l'effet escompté, est-ce que les entreprises et les citoyens sont satisfaits du résultat, etc. etc. Donc, il y a plusieurs états des lieux. Notamment ici, on voit qu'il y a une hausse de la production des déchets d'emballage, en particulier pour le papier et le plastique. Ici, on peut voir que le taux de recyclage stagne. On voit aussi qu'il y a 15% des déchets qui sont incinérés et les autres mis en décharge. Donc, on n'est pas non plus sur un modèle très, très optimal. Et ensuite, ici, on voit que les performances de recyclage,
elle stagne complet et il y a 10 États membres qui risquent de ne pas atteindre l'objectif global de recyclage des emballages pour 2025 et 20 États membres risquent de ne pas atteindre au moins un des objectifs de recyclage spécifiques aux matériaux. Bien évidemment, la France est inclue dans ces derniers États membres qui ne vont pas atteindre ces objectifs. Donc, au regard de ça, l'Union européenne s'est dit, ouf, notre outil juridique, il n'est pas super performant. Donc, on va essayer de revoir tout ça pour pouvoir répondre à ces 3 objectifs. Pourquoi on a voulu remplacer cette directive par ce nouveau règlement? Déjà parce qu'il y avait des obstacles au marché de l'emballage. En fait, tous les États membres, comme c'est une directive, ils ont certes transposé la directive dans leurs ordres juridiques, mais en fait, on n'est pas à l'abri d'une désharmonisation, puisqu'en fait, ils peuvent rajouter certains petits éléments, ils peuvent écrire de manière différente, ça va susciter des interprétations, etc., etc. Donc, nous, en France, en plus, on a décidé de faire un étiquetage par rapport au tri. Vous connaissez l'infotri, je pense que vous êtes familier avec ce type de logo. On a le triman, le petit bonhomme avec les flèches, puis les consignes de tri pour les produits qui sont soumis à la règle. Et dans les autres pays, c'est totalement différent. Chacun fait ce qu'il veut. On a aussi une définition de recyclable qui n'est pas la même, de réemployable qui n'est pas la même, les redevances pour la REP ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc, en fait, on avait une désorganisation totale et le but de l'Union européenne, c'est quand même d'harmoniser sur certains sujets et faire en sorte que les produits puissent aller dans un État membre et un autre sans avoir des obstacles au commerce. On avait bien évidemment aussi les considérations environnementales, puisque les emballages, ça représente 36% des déchets municipaux solides. Il y a un faible taux de réemploi et un faible taux de recyclage. Donc, on veut quand même améliorer ça. On est dans le cadre du Green Deal. On veut une Europe neutre, climatiquement parlant. Donc, il va falloir faire bouger les choses. Et puis aussi, bien évidemment, la réclamation citoyenne. Ici, on a une population européenne qui se positionne sur ce sujet et qui souhaite que le législateur prenne des mesures beaucoup plus strictes pour la prévention des déchets, pour la circularité des emballages et pour la gestion de ces derniers de manière générale. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement? Donc, en mars 2024, le Corper avait donné son feu vert. Le 24 avril, c'était le Parlement qui s'était positionné et avait donné son accord sur la proposition qui avait donné lieu, qui avait été le fruit du trilogue qui avait eu entre le Parlement, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne. Maintenant, on attend la position du Conseil, mais comme on l'a vu avec les élections européennes, on n'est pas à l'abri qu'il y ait de nouvelles négociations. On n'est pas non plus à l'abri du fait de la position politique de la France et des élections à venir ce week-end et le week-end prochain, qui est aussi des petites modifications sur ces sujets-là et que ça dure un peu plus longtemps. Donc là, je vous ai mis le petit lien vers le texte provisoire. Vous pouvez déjà le consulter. C'est peut-être pas le texte final, en fin de compte, on verra bien. Mais donc, ce qui est bien à date, c'est qu'on a un champ d'application qui est beaucoup plus précis que dans l'ancienne directive, notamment avec une définition harmonisée du terme emballage et des différents types d'emballage. Ça, c'est super important et ça touche tous les secteurs. L'industrie, le secteur manufacturier, le commerce de détail, la distribution, les bureaux, les services, le ménage. Donc, on touche très, 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 très large pour que justement, on puisse éviter le plus possible les déchets et favoriser la circularité. Ce qui est important aussi à comprendre dans le cadre de la PPWR, c'est qu'il y a 6 piliers d'intervention. La recyclabilité des emballages, l'incorporation de matières recyclées, la réduction des emballages, le réemploi, l'étiquetage et les allégations. Tout ceci se fait aussi parallèlement avec des travaux au sein des comités de normalisation européens qui développent des normes à date sur ces 6 piliers. Donc, on va avoir des techniques pour améliorer la recyclabilité des emballages, l'incorporation, etc. Donc, il faut bien regarder les deux en parallèle pour se nourrir justement de ces standards. Je ne vais pas vous détailler toutes les obligations, il y en a beaucoup. Donc, je vous ai mis quelques exemples pour chacun des piliers, notamment par exemple dans le cadre de la recyclabilité parce qu'ils empêchent une meilleure recyclabilité, c'est de réduire au maximum la présence et la concentration de certaines substances. Donc, les SVHC, qui sont en français des substances préoccupantes, des substances dangereuses, et réduire aussi les PFAS pour éviter justement qu'on ne puisse pas recycler certaines matières. Et en France, avec la loi AGEC, depuis 2022, c'est interdit d'utiliser des huiles minérales. Donc, il faut bien évidemment faire des tests sur ces substances-là.
Je vous passe les autres, vous en prendrez connaissance. On est à votre disposition pour justement vous expliquer plus en détail ces dernières. Vous pouvez contacter Ronan ou moi-même, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je passe rapidement dessus. Mais par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la PPWR ne sera pas le seul texte sur ce sujet, puisqu'il va y avoir des actes délégués et des actes d'exécution qui vont être adoptés, qui vont rajouter des règles, qui vont préciser des méthodologies et qui vont rajouter, pas forcément des contraintes, mais des éléments qui vont vous permettre d'évaluer, d'avoir des critères, des méthodes de calcul pour prouver que justement vous limitez l'impact de vos emballages et que vous vous engagez dans une circularité. Je vais relaisser la parole à Ronan pour la suite. Oui, merci. Alors, c'est effectivement très dense et potentiellement un peu abscon pour certains, mais dites-vous bien que ces éléments-là sont fondamentaux. Alors, prendre deux petits points. L'incorporation de matières recyclées, ça va être un élément important dans tous les emballages. Ça va jouer de façon forte sur les compositions ou les produits que vous allez avoir. Et ça va aussi potentiellement avoir un impact sur le coût. Aujourd'hui, notamment sur les résines plastiques, il faut quand même avoir en tête que la matière première recyclée est plus chère que la matière première vierge. Donc, il faut l'intégrer dans ces modalités de calcul. Et Régis en parlera tout à l'heure sur des propositions d'éco-conception ou sur une démarche d'éco-conception, le fait de renchérir le coût des matières premières parce qu'elles sont recyclées peut aussi être un levier pour changer de modèle ou en tout cas changer éventuellement de matériaux. Se dire également que quand on parle de recyclabilité, il faut faire attention parce que la recyclabilité telle qu'on l'avait envisagée dans les dernières réglementations, on parlait de recyclable. Un emballage était recyclable. Il ne va plus s'agir d'emballage recyclable, mais de recyclage réel. C'est-à-dire qu'on ne va plus se poser la question si c'est réellement si c'est recyclable théoriquement, mais si c'est effectivement recyclable et s'il y a des moyens industriels pour le faire. Donc les perspectives sont là et se dire aussi que on l'a vu, puisque ça a mis 30 ans, mais on l'a vu, quand les objectifs ne sont pas atteints, le législateur renforce les règles. Et dans le renforcement des règles qu'on a là aujourd'hui, il y a un élément aussi qui va être pris en compte, c'est ce qu'on appelle les externalités de de tous les emballages, au-delà de ça, même de tous les déchets, mais de tous les emballages, euh, qui va être relié aux éco-contributions. Les éco-contributions vont évoluer de façon inversement proportionnelle au recyclage réel des emballages eux-mêmes ou à leur impact environnemental. Si vous avez du réemploi, vos éco-contributions seront nulles. Si vous avez des choses qui sont recyclables à l'infini comme du verre, vous allez payer peu d'éco-contributions. À l'inverse, si vous utilisez des emballages qui vont être sur des mix ou des résines plastiques qui sont difficilement recyclables, là, les éco-contributions vont progressivement augmenter pour faire en sorte qu'il y ait une tendance pour que les metteurs en marché puissent changer de modèle. Et je parlais dans la slide de la lettre et l'esprit de la loi. Il faut quand même se dire que l'esprit de la loi est là et que si à un moment il y a des contournements comme on a pu le voir dans ces dernières années, le législateur va bouger les lignes et on n'est pas à l'abri qu'il y ait de nouvelles réglementations européennes ou françaises sur ces sujets-là. Mais on va aussi se dire qu'il y a des principes de réalité et qu'on est dans un système aujourd'hui, ou dans un monde où aujourd'hui, le changement est nécessaire, ça tout le monde en est d'accord et là-dessus, il va falloir avancer. Par contre, le changement, il peut aussi passer par des évolutions en termes de R&D. On sait aujourd'hui que seul le PET revient au grade alimentaire dans la partie emballage en termes de recyclage, mais il y a sur d'autres résines des avancées techniques et des expérimentations qui permettent d'espérer à revenir au grade alimentaire aussi sur d'autres résines. La R&D avance pas mal là-dessus. De la même manière, il y a de la R&D qui, notamment sur tout ce qui va être papier et carton, permet d'envisager de pouvoir y contenir des liquides sur des périodes commence à devenir un peu longue, puisque aujourd'hui, on a des barquettes en cellulose qui peuvent tenir 72, jusqu'à 72 heures avec des liquides dedans sans avoir de coulure et sans avoir de problème. On va aussi imaginer des changements de modèle.
Le changement de modèle, c'est basculer d'un modèle à usage unique, d'un emballage à usage unique, à des emballages réemployables, au vrac par exemple. Tous ces modèles-là vont se développer. On a aussi les changements de matière, dont on parlait tout à l'heure, qui vont s'impacter. Mais tout ça, ça va passer par l'éco-conception. Et du coup, je vais passer la parole à Régis. Alors par contre, je vais couper le partage et je vais laisser Régis reprendre la main là-dessus. Donc, merci Ronan pour la passation. Est-ce que vous voyez bien le support? Est-ce que tu peux le Oui, mettre en en plein écran? écran, ce sera En mieux. plein écran, oui. Comme ça, c'est bien. Parfait. Merci. Donc, merci pour la transition, Ronan. Effectivement, après avoir vu je dirais les normes, les réglementations, on va passer à l'aspect plus opérationnel, à savoir comment on peut assurer la transition de l'éco-conception des emballages en entreprise. Donc moi, j'ai souhaité faire l'introduction par rapport au basique, en fait, revenir sur qu'est-ce que l'éco-conception. Donc ça consiste à intégrer l'environnement dès la conception de l'emballage et lors de toutes les étapes de son cycle de vie pour réduire les impacts environnementaux. Et à droite, effectivement, on voit bien le cycle de vie d'un emballage. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de cycle de vie ou de transition environnementale, on parle bien de plusieurs étapes, de multi-étapes. Ça, c'est important de le prendre en considération. Toutes les étapes sont importantes à prendre en compte pour voir les impacts environnementaux. Le gros sujet aujourd'hui, c'est effectivement, comme il a été dit auparavant, c'est qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce que l'on doit réduire le plastique, oui ou non? Si oui, comment? Est-ce qu'on part sur du consigné, de la consigne, le fait d'alléger aussi des matériaux, d'aller sur de la recharge? C'est complexe parce qu'au niveau des entreprises, en fait, il n'y a pas la solution idéale ou la solution miracle. Et là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment on peut agir. Donc, c'est souvent la question que nous avons quand nous allons chez nos clients, en fait, et c'est si facile de faire la transition et quelle est la meilleure solution. Donc, en fait, là, on peut voir qu'il y a plusieurs idées, plusieurs solutions sur chaque étape. Quand on parle modèle économique, on parle effectivement de changement du business model et là, ça se fait dès le début, en fait, en termes de transition, en termes de conception des R&D. On va travailler sur les fonctions des produits. Pour nous, c'est un sujet qui est très important de revenir sur les basiques, les fonctions des produits, pour éventuellement après agir sur les matériaux à moindre impact et réduire la quantité de matière. Sur la production et transformation, il y a une notion de process, d'énergie, de limitation de déchets aussi, les transports également, optimiser les transports. Et puis après, quand on parle d'usage, on parle de durabilité, d'allonger la durée de vie. Une partie importante qui a été présentée auparavant, la fonds consommateur. Et puis en fin de vie, il y a plusieurs solutions, mais il faut bien évidemment prendre en compte toutes ces étapes du cycle de vie pour agir. Alors, on a parlé auparavant de produits recyclés, c'est intéressant, ça paraît la solution miracle, effectivement, c'est toujours plus intéressant de parler de produits recyclés. Là, par exemple, c'est un tableau, un histogramme qui montre bien que d'une façon générale, si on est sur un seul critère, les kilos de CO2 équivalents, un produit recyclé émet moins de CO2 qu'un produit vierge, on va dire neuf, d'origine, d'une façon très, très générique. C'est un critère important, mais c'est pas le seul. Et pour moi, c'est important de prendre en compte effectivement l'ensemble des enjeux et les bénéfices pour l'entreprise. Donc, il y a effectivement les impacts environnementaux, mais pas que. Donc, je vais prendre chaque étape, chaque enjeu. Donc, en ce qui concerne les impacts environnementaux, il est important aussi de bien comprendre qu'il y a plusieurs impacts dans l'air, dans l'eau, dans les sols. On parle d'épuisement des ressources, et puis il y a des impacts, on va dire, qui vont agir sur les trois périmètres, l'eau, l'air et les sols. J'ai mis le CO2 en relief, on en parle beaucoup, c'est un enjeu climatique aujourd'hui qui est important. Vous allez voir effectivement qu'il y a d'autres impacts qui sont aussi à prendre en compte. Alors, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que quand il s'agit d'études environnementales, il faut éviter les transferts d'impact. Alors, transfert d'impact d'une étape du cycle de vie à une autre et les transferts d'impact d'un critère à un autre. Parce que si vous baissez vos émissions de gaz à effet de serre, puis si vous augmentez, par exemple, l'acidification de l'eau, ce n'est pas forcément très intéressant.
Donc, pour avoir une vision globale sur l'ensemble du cycle de vie, on va travailler sur l'ensemble des impacts. Alors là, vous avez effectivement l'ensemble des impacts environnementaux qui sont étudiés dans une démarche d'analyse de cycle de vie. Là, je vous ai mis en haut le kilo de CO2 équivalent, c'est le plus connu, mais après, vous avez plusieurs impacts. Alors effectivement, en termes d'interprétation, pour comprendre ce qui se cache derrière chaque symbole, ce n'est pas évident. Donc en fait, l'idée de la démarche, c'est de présenter ce qu'on appelle un score unique. Donc le score unique, ça veut dire que vous avez l'ensemble des indicateurs à gauche qui vont être agrégés, combinés en un seul score, ce qu'on appelle le single score, qui va être présenté en points, en micro-points ou milli-points, sachant que la base de référence, un point, c'est l'impact environnemental annuel d'un habitant européen. Et à partir de là, on va pouvoir voir, comparer les produits en fonction de leur impact sur un score unique. Alors ça, c'est un exemple concret hein, dans une entreprise. On a fait des mesures d'impact et la vision score unique permet de voir le poids que représentent les emballages de ce produit. Là, dans ce cas-là, c'était 7%. Et après, vous avez effectivement l'ensemble des étapes du cycle de vie qui sont représentées. Toujours sur cette entreprise, en fait, hein, on s'aperçoit que quand on prend les étapes du cycle de vie, en y intégrant à chaque étape l'ensemble des critères d'impact, on peut représenter ces résultats en score unique. Et là, c'est en micro-point, effectivement. Une UV vendue, une unité de vente, un produit vendu avec son emballage représente 267 micro-points. Quand on voit cet histogramme, on se dit effectivement que les emballages, c'est petit, c'est 7%, mais pour autant, il faut en tenir compte, puisque quand on fait un focus sur un critère, en prenant par exemple le focus changement climatique, on s'aperçoit que les emballages, dans ce cas-là, en termes d'impact, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sont aussi importants que sur les matières premières. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec finesse dans l'analyse de cycle de vie, c'est que ça permet d'agir en fait sur euh, les principaux postes. Donc là, dans ce cas-là, les emballages, effectivement, on s'est dit, il faut agir, puisque là, en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur un enjeu climatique mondial, il faut faire quelque chose. Donc une fois qu'on a compris où sont les enjeux sur un produit ou ses emballages, on rentre dans le détail, on va du général au particulier, là, par exemple. On a cherché à comprendre sur cet emballage où sont les principaux impacts ou les effets de levier. Donc l'emballage était composé à 97% de papier et carton. Il y avait 2% de plastique et 1% d'autres matériaux. Et sur ces 97%, on a effectivement refait un focus pour voir de quoi étaient composés les 97%. Donc, vous voyez, il y a du papier imprimé, de soie, carton et sac. Tout ça, en fait, ça permet après d'agir sur les principaux postes. Ce qui est intéressant au-delà des impacts, quand on fait des transitions environnementales au niveau des emballages, c'est de travailler sur la stratégie de l'entreprise et donc sur les fonctions aussi du produit qui sont liées à cette stratégie. En fait, ça veut dire qu'est-ce que l'on veut proposer en termes de valeur sur le marché par rapport à un produit et son emballage. Donc, on travaille sur des fonctions. Là, vous avez un exemple client. On a travaillé, on a défini 23 fonctions. Et on travaille sur un scénario de l'emballage actuel en termes de performance avec une projection future sur le scénario idéal. Et à partir de là, on se dit qu'est-ce que l'on va changer, modifier, atténuer, exclure, renforcer pour atteindre la performance environnementale souhaitée. Sachant que ce qui est important de bien comprendre dans cette étape, c'est qu'au niveau des performances environnementales, certains critères vont être réduits volontairement. La courbe rouge, vous voyez qu'elle n'est pas toujours supérieure à la bleue, parce qu'en fait, on s'aperçoit parfois qu'il y a de la surqualité, donc des surcoûts sur un emballage. Donc l'idée, c'est d'avoir un ensemble de compromis, un équilibre. Ce qui est important de prendre en compte aussi dans une transition environnementale au niveau des emballages, ce sont les modèles économiques. Donc là, on travaille aussi sur les modèles économiques, parce que faire une transition, passer d'un emballage unique à un emballage consigne, ou même d'un emballage unique en changeant les matériaux, c'est pas si simple. Donc, il faut prendre en compte tout le modèle économique de l'entreprise. L'image est importante aussi. Ça, c'est un critère très important. Donc là, ce sont des cas concrets d'exemples d'entreprises avec lesquelles on a travaillé ou on travaille encore. Yves Rocher a souhaité travailler sur la PLV, donc qui conditionne la visibilité et sur laquelle sont présentés les produits emballés.
On a travaillé aussi avec une belle opération d'emballage consigné verni qui aujourd'hui se développe dans les hyper et supermarchés, en fait. Là, c'est de la consigne. Et puis, Atelier V, effectivement, on a revu la gamme LS et RHD. On a travaillé sur 3 gammes de produits et ils ont effectivement assuré une transition environnementale. La dépendance économique, c'est très important. On en parlait auparavant. Nous, on aime bien faire aussi le pont entre la dépendance économique au niveau du produit, mais au niveau de la décarbonation au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a les enjeux, tout est lié. Et là, on peut voir qu'effectivement, il y a eu récemment des hausses des coûts d'énergie. Ça a une incidence effectivement sur la production, sur les transports, sur les process. Et ça, c'est directement lié en fait aux emballages, puisque les matériaux sont conditionnés par rapport à tous ces éléments-là en fait. Donc, c'est pris en compte dans une transition environnementale au niveau des emballages. La notion de sens pour les entreprises, c'est très important parce qu'on se rend compte que la notion environnementale, ça devient un effet de levier de management intéressant au niveau des entreprises pour créer un cap, une vision et travailler sur de la valeur ajoutée en interne, en termes d'employabilité également aussi, d'inclusivité, mais aussi pour les clients. Alors avec cette page-là, je souhaitais vous montrer les ponts qu'il y a effectivement à faire entre l'éco-conception et le bilan carbone, puisque l'éco-conception, vous l'avez compris, c'est au niveau du produit. Le bilan carbone, c'est au niveau de l'organisation, de l'entreprise, de ses flux, de son activité. Et si on prend la première étape en haut, quand on fait de l'éco-conception, on réduit les émissions des autres. Ça veut dire qu'on va travailler sur la chaîne de valeur chez moi et en amont et en aval. Quand je réduis mes émissions de gaz à effet de serre au niveau du bilan carbone, je réduis mes émissions directes et indirectes, mais je vais agir également sur ma chaîne de valeur en tant qu'influenceur. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux approches, l'éco-conception et le bilan carbone, ont pour finalité de réduire les impacts environnementaux négatifs. Le BGES, ça veut dire bilan des émissions de gaz à effet de serre, et l'ACV, analyse de cycle de vie. Donc, tout est lié en fait. Donc là, je vous montre effectivement les scopes, ça veut dire le périmètre d'étude d'un bilan carbone au niveau de l'entreprise, bien évidemment, de toute son organisation. Et la première flèche à gauche, vous voyez qu'en fait, quand on travaille sur un bilan carbone, on travaille sur les achats de biens, tout ce qui est matière, dont les emballages. Donc ça rentre dans le cycle de vie on va dire, de production et process de l'entreprise. Et les emballages, effectivement, ressortent quand vous vendez des produits emballés. Donc, on assure le cycle de vie des produits avec le bilan carbone, on le calcule également. Et ça permet de se rendre compte que l'éco-conception est intégrée dans un ensemble de flux de l'entreprise et donc a une incidence sur le bilan carbone. Quand on met en place des actions de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans une entreprise, on travaille effectivement sur des leviers d'éco-conception. Donc là, c'est un cas concret d'entreprise, où à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des impacts, des postes importants en termes d'éco-conception, en termes d'impacts environnementaux sur les emballages, on a défini les pistes d'action pour réduire les gaspillages en production, réduire les emballages et pourquoi pas changer de matière première sur les emballages. Et ça a une incidence directe sur le bilan carbone global de l'entreprise. Donc là, je pense que vous l'avez compris, ça devient complexe de faire une transition. C'est un ensemble de compromis où, si on veut simplifier la vision, il y a quatre approches. Donc l'approche économique, on l'a vu, l'approche impact environnemental, l'approche au niveau des enjeux, qui sont internes, externes, visibilité, stratégie, image ou autres, et la faisabilité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui souhaite changer d'emballage, il faut qu'elle puisse intégrer dans ses process, dans ses façons de travailler. C'est un changement qui peut être important et ça, il faut l'intégrer. Donc, pour mettre en place toutes ces démarches, nous, on a mis en place une méthode qui s'opère en 7 étapes, dans lesquelles vous avez effectivement les analyses de cycle de vie. Ce qu'il faut comprendre, pour faire très simple, c'est que les premières étapes, les étapes 1 et 2, permettent d'avoir une vision stratégique. Là, ce sont des entretiens avec la direction ou les personnes qui ont une bonne vision de l'entreprise pour comprendre où sont les enjeux. On choisit les produits ou les emballages à éco-concevoir, on sensibilise les équipes, on mesure les impacts de ces emballages, on travaille sur les ateliers, c'est ce que je vous présentais auparavant, l'intelligence collective, pour trouver avec nos clients où sont les fonctions sur lesquelles on va travailler,
Ensuite, il y a une décision qui s'opère. On compare le nouveau cahier des charges, l'ACV numéro 2, par rapport à la performance de la première ACV. Et à partir d'un moment, il y a une décision qui s'opère pour voir sur quel nouveau cahier des charges on va lancer les emballages. Et on communique auprès de nos clients, auprès des parties prenantes. Le cœur du sujet dans l'éco-conception par rapport aux objectifs, on parle des coefficients. Alors, les coefficients, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'augmenter ou de stabiliser la notion de service, ou pourquoi pas réduire certains services. Parce qu'on se rend compte qu'il y a parfois une surqualité sur les emballages ou même des produits qui entraîne des surcoûts et une surqualité sur des fonctions ou de performance environnementale, on peut appeler ça comme ça, qui ne permettent pas de justifier ces surcoûts en fait. Donc, on va essayer de réduire certaines fonctions tout en diminuant les impacts environnementaux. Ça, c'est important. Donc, c'est l'ensemble de cette combinaison qui va permettre d'aboutir à une éco-efficience. Pour arriver à cela, effectivement, on a plusieurs idées. Donc là, on a mis en place de façon très concrète chez les clients l'ensemble de cette démarche. Là, vous avez une présentation de l'entreprise Atelier V, chez qui on a travaillé sur des emballages libre-service et RHD. Donc là, il y a eu 2 ans de travaux sur 3 projets d'éco-conception. Les principaux effets de levier qui ont été mis en place, c'est la part du recyclé qui a été augmentée sur les emballages. On a travaillé sur la réduction des pertes, notamment dans la chaîne, le process, la chaîne du froid et puis dans les process. Donc réduction des pertes, donc réduction des impacts environnementaux. Et puis, on a travaillé sur la visibilité du produit. C'est parce que quand on change un emballage, il faut penser à la visibilité du produit en rayon. Cette entreprise est une jeune entreprise. On a travaillé avec eux sur la notion d'emballage consigné. Donc là, on a fait une étude d'impact. Effectivement, on a comparé les emballages consignés par rapport à des emballages à usage unique. Donc, on a analysé les flux, les transports, les déchets d'emballage évités. On a travaillé principalement sur du monocritère, sur les émissions de gaz à effet de serre, donc le CO2 économisé. Et puis, on a travaillé aussi sur les économies d'eau et d'énergie. Donc ça, c'est une opération qui a été financée par l'ADEME pour permettre à cette entreprise, effectivement, d'avoir des subventions pour leurs outils de production. On a travaillé, effectivement, comme je vous le disais auparavant, avec Bernie, qui est typiquement vraiment sur... eux, ils ont un modèle économique qui est axé principalement sur la réemployabilité des emballages en inox. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette démarche, c'est que je dirais le gain de performance environnementale ne se fait pas dès, je dirais, le premier cycle de vie. Il faut un certain nombre de retours de ces emballages en inox pour que ce soit plus intéressant que le plastique au niveau des impacts environnementaux. Donc ça, effectivement, on a réussi à voir à partir de quel nombre de retours ça devient plus intéressant. Donc maintenant, Bernie fait tout pour effectivement avoir un turnover, un certain cycle, un volume pour baisser les impacts environnementaux. Là, c'est Yves Rocher, effectivement, on a travaillé, comme je le disais, sur le design et sur les matériaux. On a fait une formation spécifique aux matériaux pour les sensibiliser et les faire monter en compétence sur qu'est-ce qu'on entend par matériaux recyclés et recyclables. C'est important, effectivement, comme le disait Ronan. Il faut prendre tout ça en compte. Ça leur a permis, effectivement, de présenter une PLV qui a été nommée Prix d'Or en 2023 auprès de Shop Awards. Après, là, c'est un exemple pour vous dire qu'effectivement, sur les emballages, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de mesures, de comparaison, d'impact. Et puis là, le petit exemple qui est en bas, c'est un emballage à partir de fibres de chanvre. Donc, effectivement, on peut aller, et c'est pour l'alimentaire. Donc, on peut faire beaucoup de choses en termes d'emballage. De mon côté, j'ai fini. Je peux laisser la parole. Merci Régis. Et on va passer à Adélie. Alors, juste, il faut que je relance la présentation. Ça va prendre juste un instant, mais ça devrait pouvoir se faire. J'en profite du coup, c'est pas tellement la parole à Adélie, c'est surtout la Non, c'est à parole Charles-Henri. à Charles-Henri Maurice
Charles-Henri, si vous arrivez à vous activer votre caméra et votre micro, ça sera parfait. Bonjour à Bonjour, tous. merci d'être parmi nous. On souhaitait pour ce webinaire également finir sur des notes aussi optimistes et montrer qu'en fait les entreprises du territoire ont compris l'intérêt de développer, alors on a intitulé ça développer la valeur de son entreprise en étant proactif pour devancer les aspects réglementaires et en tout cas prendre en considération toutes les choses qu'on vient d'évoquer. Et on voulait donc vous faire intervenir, Monsieur Maurice, merci d'être là. Vous êtes de l'entreprise Lessonia, vous allez nous expliquer du coup qui est Lessonia et comment vous êtes saisi du sujet de l'impact des emballages au sein de votre entreprise pour éclairer le reste des participants. Je vous laisse l'un ou l'autre prendre la main sur le PowerPoint et je vous laisse à vous. Donc, merci pour cette introduction. D'accord, mais je vois qu'il y a la présentation, c'est très bien. Donc nous, Lessonia, on est un industriel du domaine de la cosmétique. Donc on n'a aucune marque propre, on fabrique à façon pour des clients, avec aussi bien des ingrédients cosmétiques, donc qui sont destinés à être vendus, commercialisés auprès de fabricants de produits cosmétiques, que de produits finis, donc que l'on fabrique à destination de marques. On est une grosse PME, hein, c'est une société qui a un peu plus de 20 ans. On est 200 salariés aujourd'hui, donc basée sur la pointe finistérienne. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'était d'illustrer un témoignage d'entreprise par rapport à tout ce qui a été dit précédemment et d'illustrer en fait, notamment le lien entre ces évolutions réglementaires, la nécessité de faire de l'éco-conception et du coup, comment ça oriente notre stratégie d'innovation chez nous, chez Lessonia. Et donc l'idée, c'est de vous présenter 2 exemples très concrets. Donc un premier exemple qui porte sur, un de nos spécialités de notre marché qui sont les masques imprégnés. Donc d'abord, tout le monde n'est pas spécialiste de la cosmétique. Pour que vous compreniez sur l'image que vous voyez à droite, hein, c'est ce type de masque, c'est-à-dire ce sont des masques qui sont sur un support, dit en non tissé, imprégné de lotion cosmétique avec les actifs cosmétiques et qui sont, concrètement conditionnés en sachets monodose. En 2 mots, hein, ce sont des choses qui sont très utilisées en Asie, qui n'étaient pas en Europe il y a encore quelques années. C'est une tendance qui est arrivée sur le marché, là, il y a 6-7 ans à peu près et donc Lessonia s'est positionné sur le marché et est très largement aujourd'hui le leader européen pour fabriquer ce type de masque. Ça nécessite des savoir-faire spécifiques et beaucoup de marques, mais y compris les plus grands géants de la cosmétique, en fait, n'ont pas de savoir-faire et d'équipements industriels dédiés pour fabriquer ce type de produit. Donc, on est sur des produits monodoses, clairement, sur des sachets et avec une problématique technique qui est qu'on est sur des lotions cosmétiques qui contiennent beaucoup d'eau et donc on est obligé d'avoir des sachets avec un film, avec une barrière efficace pour éviter l'évaporation, la vapeur d'eau. Ce qui est traditionnellement utilisé, ce sont des triplex en PET avec une feuille d'aluminium et en PE. On a 3 matériaux différents collés entre eux. Ça rend du coup impossible la recyclabilité, puisqu'on ne peut pas séparer en fait dans les filières de recyclage les 3 matériaux. Donc, par rapport au sens un petit peu de l'histoire, aux évolutions réglementaires qui arrivent et cetera, on a travaillé, projet de R&D, pour trouver une solution en fait, pour garder les mêmes, performances du matériau, notamment sur son efficacité barrière, concrètement pour pas que le masque se dessèche, concrètement pour pas que les parfums, s'évaporent, passent à travers le film. Donc effectivement, des films simples plastiques ou papier et cetera, ça ne peut pas fonctionner et en même temps, l'autre objectif en face, c'était de faire quelque chose de plus éco-conçu avec en diminuant, l'impact carbone notamment. On a étudié différents impacts, mais la priorité, c'était de diminuer l'impact carbone
Et l'autre objectif, c'était d'avoir une solution pour rendre le sachet recyclable. Donc on est sur, voilà, on a trouvé une solution. C'est un travail de R&D qui a été fait en partenariat avec un fabricant de ces films qui servent à former les sachets. Et on arrive avec une solution qui, selon une analyse de cycle de vie, permet de réduire d'à peu près 50 l'impact carbone. Rapidement, pour que vous compreniez un petit peu la technologie derrière de quoi on parle, là, c'est pour illustrer le sachet traditionnel avec les 3 couches. On a besoin de 3 couches parce que en fait, il y a la couche du milieu qui sert de barrière, donc l'efficacité pour la performance. La couche interne qui est nécessaire pour réaliser la soudure. On est sur des films qui viennent se thermosouder industriellement pour former des sachets et on vient imprimer en fait sur la face externe, donc il nous faut aussi un matériau spécifique pour pouvoir recevoir l'encre et pour pouvoir, être imprimé. Donc pour ça qu'on a ces triplex traditionnellement avec les 3 couches qui rend l'ensemble, difficilement recyclable. L'autre chose, c'est que l'impact carbone est important, notamment lié à la présence d'aluminium. Donc sur la slide suivante, c'est pour vous expliquer, brièvement pourquoi la production d'aluminium est si énergivore et a un impact carbone si important. En fait, l'aluminium est fabriqué, on part d'un minerai qui est la bauxite, que l'on vient chauffer d'abord à 1500 degrés pour extraire un oxyde d'aluminium et ensuite le principe c'est de mettre tout ça dans un bain géant avec de l'eau et faire une électrolyse. Donc on vient mettre des champs électriques très forts pour aller retirer, l'aluminium d'un côté. Donc on est effectivement sur, pour fabriquer 1 tonne d'aluminium, on dégage 8 tonnes de dioxyde de carbone. Donc la solution à envisager qu'on peut voir sur la slide suivante, c'est qu'on est toujours sur un sachet avec un triplex, on a toujours les 3 couches, pour les mêmes raisons, parce qu'il nous faut notre couche barrière, il nous faut notre couche pour pouvoir sceller. Mais d'une part, on a supprimé la feuille d'aluminium et ça, c'est la raison déjà à elle seule, en fait, qui permet de diminuer grandement l'impact carbone. Et en plus de ça, même si on a toujours les 3 couches, puisque les 3 fonctionnalités, le fournisseur de films avec qui on a travaillé a réussi à trouver des matériaux toujours sur la famille du polypropylène, mais avec ces 3 types de fonctionnalités. Donc on a toujours nos 3 couches collées, sauf que comme on est sur la famille du polypropylène, quand le consommateur vient jeter son sachet au recyclage, c'est recyclable dans la filière du polypropylène, tout simplement. Donc ce premier exemple, hein, pour illustrer, un exemple effectivement où on a vu ces évolutions réglementaires, alors encore plus, parce que là on parle de produits monodoses. Nous, on l'a pas vu comme une contrainte, on l'a vu plutôt comme une opportunité pour, innover. C'est une solution technique qui est efficace, qu'on a brevetée, en Europe et ça nous a clairement donné un gros avantage concurrentiel. Si on a cette place de leader sur le marché, pour fabriquer ces masques imprégnés aujourd'hui, c'est aussi en grande partie lié à ce brevet. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on fabrique, très largement plus de masques imprégnés en utilisant ce type de film. Nos confrères ne peuvent pas faire lié, au brevet et donc voilà, c'est un gros avantage concurrentiel qu'on a eu grâce à cette innovation. Pour, illustrer donc avec un autre exemple, autre chose, donc là, on n'est plus sur le domaine du masque imprégné. On est sur un exemple d'innovation, plutôt où on va, on va créer un nouveau modèle en fait, un nouvel usage dans la façon de pouvoir réduire aussi l'impact environnemental et donc là, l'objectif, c'est de réduire la quantité d'emballage grâce à des systèmes de recharge. Pour vous expliquer, dans le domaine des produits d'hygiène, donc je pense au gel douche ou au shampoing, ce sont des produits qui contiennent 80 à 90 d'eau et les 10 à 20 d'autres ingrédients, ce sont tout ce qui est nécessaire, ce qu'on appelle les tensioactifs pour nettoyer, des conservateurs pour que ça tienne, des parfums et cetera et cetera. Là, l'objectif en fait, ce qu'on a développé, c'est ce qui correspond aux 10-20 de la formule, on le met sous forme pure solide, sous forme de poudre
et donc conditionné dans des sachets en papier, la chose le plus simple possible, avec un impact environnemental le plus réduit possible. Et le consommateur, quand il a terminé son flacon traditionnel de shampoing ou son gel douche, vient recharger avec ses 10 à 20% de poudre et vient rajouter de l'eau du robinet, tout simplement. Donc là, on a un exemple d'innovation où, contrairement au cas précédent, on n'a pas innové simplement pour changer le matériau d'un emballage. Là, on va plus loin sur un nouveau modèle pour aller dans le sens aussi que défini par les réglementations, d'aller sur du réemploi, d'aller sur de la recharge. Donc ça permet de proposer une solution technique sur le marché. Donc c'est bien d'avoir ces objectifs d'éco-conception. Selon nous, une démarche d'éco-conception ne peut pas aller sans une analyse du cycle de vie du produit. On pourrait effectivement avoir, une volonté d'éco-concevoir et puis comme ça a été dit précédemment dans les présentations, de diminuer un impact et puis de l'augmenter sur un autre ou alors de façon très générale, ne pas réduire l'impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, on a étudié l'analyse de cycle de vie de shampoing. Donc, la première analyse de cycle de vie avant l'innovation. Du shampoing classique, on retrouve encore très largement dans les rayons de nos supermarchés, en liquide, en flacon, à usage, le flacon que l'on jette à la fin de l'utilisation. Et la solution proposée en cosmétique solide, dans un système de recharge à partir de poudre. Il y a une étude sur l'impact carbone, de la consommation en eau et de la consommation d'énergie. On s'est concentré sur ces 3 impacts-là, sachant que sur d'autres impacts environnementaux, pour nous, il n'y a pas d'impact ni positif ni négatif. Et on a étudié l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc, c'est-à-dire depuis la fabrication de toutes les matières premières, des ingrédients, donc des matières premières qui rentrent dans la formule, des matières premières qui servent à fabriquer l'emballage, jusqu'au moment où le consommateur vient jeter son flacon, son packaging dans la poubelle. Et donc, les différentes étapes de l'analyse de cycle de vie du produit, c'est étudier l'impact des matières premières qui rentrent dans la formule du produit, du packaging, des procédés de fabrication du produit en lui-même, la logistique, tous les transports et ensuite la fin de vie. Donc là, on a ici les résultats pour arriver directement à la conclusion, qui montrent qu'en comparant les 2 analyses de vie selon les 2 types de produits, on réduit effectivement drastiquement l'impact carbone, l'impact carbone, l'impact en énergie et aussi en consommation d'eau. Dans les différents cas, on réduit par 2 à peu près l'impact. Et quand on regarde en détail, c'est les couleurs orange sur les petits histogrammes, c'est clairement lié au packaging. Sur les matières premières, on n'a pas joué voilà, mais on a diminué la quantité de packaging, lié à ces nouveaux usages, lié à leur recharge et donc on diminue grandement l'impact, carbone en fait sur, la fabrication de ce type de produit. Super. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, sous la forme de ce témoignage, pour dire que voilà, il y a ces évolutions réglementaires. Pour nous, c'est vraiment des opportunités. Ça nous permet d'innover, d'avoir des avantages concurrentiels. En interne aussi, pour nous, ça permet de donner du sens à nos équipes, d'entraîner vraiment toute l'équipe derrière nous. On communique, bien sûr auprès de nos clients, mais aussi de nous en interne, de nos équipes, et donc voilà, ça permet de vraiment, tous bien avancer. Merci Monsieur Maurice pour ce témoignage inspirant. J'espère, en tout cas auprès de l'auditoire, que ça vous donne envie de vous lancer. Et je voulais vous partager justement pour ceux qui ont envie de se lancer ou qui sont déjà au milieu du gué, par exemple, sur cette démarche. Sachez qu'il existe des dispositifs pour vous aider. Quelle que soit l'étape de votre réflexion, que vous soyez
au premier pas au niveau des diagnostics ou à l'étude, au moment des études de faisabilité ou même au moment des investissements. Il existe des dispositifs d'aide que j'ai synthétisés ici. Il en existe peut-être d'autres, à la fois auprès de l'ADEME, qui intervient à toutes les étapes depuis le diagnostic jusqu'aux investissements. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à solliciter. Pour également la région Bretagne, qui peut vous aider à travers du Pass Transition pour les entreprises, les petites entreprises de moins de 50 salariés, qui peut mettre à disposition, enfin, financer en grande partie vos diagnostics ou vous aider à recruter. Là, j'ai mis également dans la phase recrutement. Si vous avez besoin de personnes pour animer ce type de démarche, sachez en effet qu'il est possible d'avoir des aides, que ce soit auprès de la région Bretagne pour les petites entreprises ou auprès de VTE Vert qui permet de financer des recrutements. Et sur la partie formation, donc il y a... Vous pourrez retrouver tout un tas de MOOCs sur l'ADEME, mais sachez également qu'il y a un pool d'experts qui est réuni au niveau du parcours transition et RSE de la marque Bretagne pour faire des formations sur mesure, donc sur l'éco-conception des produits et des services, si vous en avez le besoin. Je n'ai pas cité donc les éco-organismes qui interviennent tout au long de la chaîne depuis les diagnostics jusqu'aux investissements. Donc, si vous êtes adhérent auprès des éco-organismes, il peut y avoir des aides financières sur ces sujets-là et techniques. Quoi qu'il arrive, là, j'ai mis un pavé vert d'orientation, puisque la mission des CCI de Bretagne et de Bretagne Compétitivité, c'est vraiment d'analyser vos besoins, de vous informer, de vous conseiller et de vous orienter vers les bons dispositifs, de regarder si vous êtes éligible. Voilà. Donc, c'est chaque projet, chaque question, n'hésitez pas à nous solliciter pour savoir à quoi vous pouvez avoir droit. Voilà, Ronan, je te redonne. Je vais reprendre le contrôle. Super, reprends le contrôle. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ces témoignages. Je réitère ce que disait Adélie. N'hésitez pas, si vous êtes contributeur aux éco-organismes, à les solliciter. Ils sont d'abord là pour ça et c'est leurs obligations. Ils ont de temps en temps un peu forme d'oursin dans les poches, mais n'hésitez quand même pas à aller les solliciter. Ils ont des moyens pour vous accompagner sur tous les sujets de diagnostic, d'éco-conception et éventuellement, ils ont également sur les sujets de R&D et d'évolution, ils peuvent être là. Et sur le sujet du réemploi aussi, l'appel à projet de Citeo et Adelph a été publié au début du mois de juin et il va être en plusieurs étapes, donc n'hésitez pas à candidater. Tout à fait, il y a le pendant chez l'éco. On va leur donner les éléments. Sur le réemploi, il y a des choses qui sont en cours. Je rappelle que le réemploi, c'est obligatoirement, on devrait être depuis 2023 avec 5% des emballages réemployés. Et ce n'est pas sur les tonnages, c'est sur les UVC, donc les unités de vente aux consommateurs. On est très, très, très loin de ça. Et ce n'est pas réemployable, c'est réemployé. Donc c'est encore plus loin de ça. Donc, voilà les éléments. 12h08, il nous reste un peu de temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la... J'ai vu passer quelques questions dans le fil de la conversation. Donc, n'hésitez pas à les reprendre. Les participants ont déjà répondu pour une part. Voilà. Moi, j'avais une question quand même pour Monsieur Maurice. Je trouve intéressant d'avoir ces sachets pour les masques qui seront
recyclables. Ma question, c'est quelle est la taille réelle de ces sachets? Parce qu'une des difficultés dans la recyclabilité, c'est aussi la taille, puisqu'il faut que ça passe dans les mailles des centres de tri, puisqu'on est sur des emballages ménagers à la fin, et ça doit passer dans les mailles des centres de tri. Et généralement, on dit que la maille de moins de 5 cm d'un objet est difficilement captable dans un centre de tri. Est-ce que vous avez pris ça en compte dans votre réflexion d'éco-conception? On est sur des sachets qui font 10 centimètres de large sur 15 de haut. Bah voilà, vous avez la réponse et effectivement, du coup, ça va passer en recyclabilité totale et c'est une très belle initiative. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va vous laisser ou sur le chat ou en levant la main et en prenant la parole. Il n'y a pas de questions, on a été si clair que ça. Vous êtes tous devenus des experts de la PPWR, de la loi AGEC, de l'éco-conception. Vous avez des ambitions pour avancer. C'est fantastique. Ou alors personne n'ose. Alors, si personne n'ose, je vais laisser à ce moment-là Marine reprendre la main pour présenter le calendrier du parcours des formations du parcours transition. Oui, effectivement, Adélie vous en a parlé tout à l'heure. Donc, ce webinaire présenté de main maître par nos experts fait partie d'un programme plus global, en fait, d'un parcours transition qui est porté par BDI, donc Bretagne Développement Innovation, dans le cadre de la mission Marc. Donc là, vous pouvez voir le calendrier 2024 qui est déjà entamé, mais en tout cas, déjà prendre rendez-vous sur les 3 prochains événements à la rentrée. Donc, le 24 septembre sur la relocalisation des achats pour décarboner l'activité, qui est un webinaire, pardon. 17 octobre, c'est mettre en place une dynamique numérique responsable qui là est une formation d'une journée physique. Et le 19 novembre, explorer les nouveaux modèles économiques. Pareil, sur le sujet de la RSE dans sa globalité, on propose des formations. Donc là, le cursus a eu lieu d'avril à juin qui vient former du coup les référents actuels ou en devenir sur la RSE. On est à un niveau 1. Et dans sa complémentarité, on a Expert RSE. Là, donc les inscriptions sont ouvertes si vous voulez approfondir vos connaissances sur la RSE. Et puis, on a une petite nouveauté, enfin, on a 2 nouveautés, mais la première, en tout cas, c'est la création d'une troisième formation qui s'appelle Posture et mise en mouvement by Sense & Co. Et donc là, on va venir vraiment travailler sur la posture parce que pour engager les transitions, pour pouvoir embarquer son collectif, et pour pouvoir travailler sur les différents blocages qu'on peut rencontrer, eh ben, il va falloir travailler sur sa posture pour pouvoir se mettre en avant. Ensuite, sur la slide après, Ronan, vu que tu as la main, deuxième, du coup, nouveauté, c'est la formation sur mesure. Quel que soit votre environnement, votre secteur, quelles que soient vos problématiques, quel que soit votre niveau d'expertise, et aussi en fonction de vos disponibilités, on vous propose de vous former de manière sur mesure. Donc, ça peut être intra-entreprise, ça peut être en associant plusieurs entreprises, plusieurs associations, plusieurs structures, et de venir vous former sur différentes thématiques, aussi bien de stratégie globale, comme vous pouvez le voir à gauche, ou de thématiques bien précises. Donc là, par exemple, l'éco-conception et ACV. Ça peut être la biodiversité, ça peut être des emballages, ça peut être la gestion de l'eau, mais également sur d'autres thématiques de communication ou de méthodologie parce que le parcours transition est enseigné avec des méthodes d'intelligence collective. Donc voilà, on vous forme également à ça. Et ces formations sur mesure-là, bien évidemment, ce sont nos experts. Donc là, avec Ronan, Adélie, Sophie et Régis. Voilà, on vous met à disposition des experts du territoire. Et du coup, petite conclusion aussi, parce que pour nous, il est vraiment important de vous proposer des choses qui correspondent à vos besoins. Ronan, tu peux mettre la slide après. On vous demande de nous faire part de votre expérience, voilà, de votre ressenti suite au webinaire qui vient d'être déroulé. Donc, n'hésitez pas à scanner le petit QR code avec vos téléphones pour pouvoir répondre à l'enquête de satisfaction. De toute façon, à l'issue de ce webinaire, un mail va vous être envoyé avec le lien vers le replay, le lien vers l'enquête de satisfaction et les différents supports présentés par les experts. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions,
je vais conclure. Merci à vous tous, vraiment. C'était très, très riche. Merci aussi aux participants d'avoir participé à ce webinaire. Merci, Monsieur Maurice, pour le témoignage aussi très pragmatique et qui, je l'espère, va pouvoir inspirer nos participants. Et puis, à bientôt dans le cadre du parcours transition ou ailleurs. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.